Demain, donc, vous le savez, vous aurez effectivement donc à choisir vos représentants dans le cadre de 3 conseils. Le conseil d'administration, la commission de la formation et de la vie étudiante, et puis la commission de la recherche du conseil académique de l'université. C'est bien évidemment donc un moment extrêmement important pour l'université Savoie-Mont-Blanc, pour son avenir, pour ses étudiants également. Mais c'est également un moment d'échange et de débat. Alors, je le sais, tout au long du mois dernier, vous avez eu l'occasion, effectivement, et chacune des listes ici présentes a eu l'occasion de présenter finalement son programme, sa vision qu'elle avait effectivement. Et vous êtes aujourd'hui parfaitement au courant de l'ensemble de ces informations. L'originalité, cet après-midi, eh bien, c'est en un seul événement, dans un même lieu, effectivement, de donner l'occasion aux représentants des différentes listes eh bien, de prendre la parole et puis d'aborder des sujets communs qu'ils ont décidés ensemble et que je vais effectivement vous présenter à l'instant. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les intervenants, vous avez effectivement devant vous des représentants des 3 listes. Donc la liste Créer, Transmettre et Réussir, avec Myriam Donsimoni et Philippe Briand. La liste Espère, Ensemble pour le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec Betsabe Lunel et puis Laurent Ripard. Et puis la liste Université de Savoie-Mont-Blanc 2020, avec Christine Galaise et puis Denis Varachin. Alors, prendront également la parole tout à l'heure, à un moment donné où je les inviterai à prendre la parole, des représentants des personnels administratifs, techniques et de bibliothèques, d'IBIATS, avec un représentant pour Espère, un représentant pour UNSA et puis un représentant pour l'USMB. Alors, comment va se passer le déroulement de ces prises de parole? Alors, tout d'abord, un temps d'introduction. Et là, chaque liste aura 3 à 4 minutes. Dans un sens, effectivement, et ce n'est pas un hasard, si donc les personnalités qui sont devant vous sont dans cet ordre, puisque la ligne Créer, Transmettre, Réussir abordera prioritairement, donc prendra la parole en premier, puis ce sera le groupe Espère, puis ce sera la liste Université Savoie-Mont-Blanc. À l'issue de cette introduction, les représentants des listes seront invités à aborder 3 grands sujets thématiques. Le premier de ces sujets, c'est la politique, effectivement, les moyens pour la recherche et la formation. Le deuxième thème, ce sera le modèle de gouvernance interne. Et le troisième, le positionnement au niveau académique, au niveau régional, national, international. Dans le cadre de la prise de parole ou des prises de parole pour chacun de ces thèmes, en fait, nous accorderons 25 minutes en tout, et pour dynamiser effectivement la prise de parole, eh bien, chaque groupe pourra prendre successivement la parole à 2 reprises. C'est-à-dire qu'il aura à disposition 2 périodes, finalement, de 3 à 4 minutes. Bien évidemment, dans le cadre de la préparation, nous avons tiré au sort les prises de parole, et donc cela a été accepté par les personnes qui sont sur l'estrade. Après donc la période finalement pour ces 3 grands sujets thématiques, il y aura donc, je l'ai dit tout à l'heure, un temps de parole pour les personnels administratifs et techniques. Je les inviterai à prendre la parole et puis nous en arriverons à la conclusion de 3 à 4 minutes par groupe. Cela, vous voyez, est extrêmement dense. Cela nous amènera vers 15 heures. Nous avons des maîtres du temps qui sont ici, dont nous avons tiré au sort tout à l'heure donc les responsabilités, avec respectivement, et je vous invite aussi à les regarder, puisque nous aurons donc, c'est dans le sens 1, 2, 3, par rapport à vos groupes 1, 2, 3. Donc je vous invite effectivement à un moment donné à bien les regarder. Et puis si toutefois votre regard ne se posait pas effectivement sur les personnes en charge de cette responsabilité, je me permettrai de vous faire également un petit signe. Voilà, sans plus attendre. En ce qui concerne l'introduction, je vous cède la parole, Myriam Donsimoni et Philippe Briand.
Très bien, merci. Donc, chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, donc, tout d'abord, au nom des listes créer, transmettre, réussir, je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous portez à cet échange, soit par votre présence ici dans l'amphi vanoise, soit évidemment par streaming interposé. Nous espérons vraiment que ce dialogue permettra d'éclairer les différents projets. Je crois que la présence de plusieurs listes aujourd'hui qui portent des projets différents et pour certaines avec des représentants nouveaux est une preuve supplémentaire du dynamisme de notre établissement et donc c'est vraiment une très bonne chose. Donc en ce qui concerne les listes créer, transmettre, réussir, donc les éléments du projet que nous allons vous présenter par la suite sont vraiment le résultat d'un travail commun. Donc bien sûr Myriam qui est à côté de moi, mais y ont participé également donc Jean-Luc Roulin, Jean-François Gajewski, Gérard Merlin et Pascal Mouille. Et au-delà des gens qui sont présents sur l'équipe, j'aimerais vraiment associer tous les collègues qui figurent sur nos listes et au-delà peut-être tous les gens qui nous ont apporté leur aide. Donc effectivement, on arrive au terme de ce parcours, puisque avant il y a eu les réunions de site. Et donc vraiment, je tiens à dire que les échanges que nous avons eus lors de ces différentes réunions de site ont été vraiment très enrichissants. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont bien voulu y participer. Donc qu'ils soient favorables, réservés, voire hostiles évidemment. Ça c'est pas vraiment la question. Aux idées que nous proposions, vraiment les échanges ont été très enrichissants. Donc pour une université, la première richesse, c'est ses étudiants et son personnel. Et évidemment, c'est votre investissement au quotidien, au service de l'université, dont découlent les résultats qui sont bons, les résultats de notre établissement. Et c'est vraiment la motivation principale de notre démarche. Donc je vais rentrer peut-être un peu plus dans le vif du sujet. Donc on nous interroge souvent sur les différences qui existent entre les différents programmes. Donc j'espère évidemment qu'à l'occasion de ces questions, ces différences, vous comprendrez quelles sont les réelles différences. Mais juste pour donner les principales. Donc tout d'abord, je pense qu'au sein des listes créer, transmettre, réussir, donc nous souhaitons vraiment un équilibre au sein de notre établissement entre la formation et la recherche, qui sont vraiment les deux piliers d'une université de plein exercice. Alors, donc je tiens à rassurer peut-être certains, notre projet n'est absolument pas de faire de l'université, comme on l'entend parfois, une université recherche. Il suffit de regarder l'engagement des membres de l'équipe pour s'en convaincre. Mais évidemment, ce qu'on veut faire, c'est redonner à la recherche donc toute sa dimension et tout son poids politique, et évidemment essayer de renforcer au maximum les liens avec la formation. Ce second point, donc, on souhaite également évoluer vers des méthodes d'organisation peut-être un peu différentes, réintroduire du sens aux missions de tous les personnels, de manière à ce qu'ils ne soient peut-être pas confinés à des tâches d'exécution, plus de collégialité, davantage de co-construction, pour essayer de parvenir à plus de transparence et plus d'adhésion à un projet commun. Et enfin, une vision pluriannuelle qui est basée sur des contrats d'objectifs et une gestion par projet. Finalement, nous avons vraiment la conviction que c'est en participant pleinement à la structuration du site académique et éventuellement à ses évolutions futures, sans a priori négatif, sans frilosité, au contraire avec la volonté réelle de construire un partenariat avec nos collègues grenoblois, d'instaurer une relation de confiance, de dépasser les difficultés. Je crois qu'il ne faut pas être naïf. Des difficultés, il y en a eu, il y en aura sans doute dans le futur, mais donc il faut vraiment avoir la volonté de dépasser ces difficultés, que nous renforcerons la position de l'université Savoie-Mont-Blanc comme université évidemment de plein exercice, pluridisciplinaire. Voilà, juste un mot. Donc, les bruits de couloir sont parfois un peu trompeurs. Nous l'avons dit, nous l'avons écrit, nous sommes profondément attachés à notre université, à sa personnalité morale, et nous ne voulons pas de fusion. Voilà, merci. Parfait, merci beaucoup. On va céder la parole au groupe Esper, Bethzabé Lunel, Laurent Ripard. Bien, merci. Bonjour donc à tous. Je crois que l'originalité de notre liste, d'abord et avant tout, c'est d'être une liste qui est soutenue par une intersyndicale.
On regroupe à la fois des syndicats d'enseignants, SNSUP FSU, des syndicats de BIATS, la CGT, et des syndicats d'étudiants. Donc ça nous donne une vision globale à l'intérieur de l'université. On est d'ailleurs à la tribune les seuls à avoir une doublette composée d'une BIATS et d'un enseignant. Et puis ça nous amène aussi à voir les choses du point de vue en fait de la défense des intérêts des personnels, la défense des intérêts des étudiants, hein, et c'est un peu ce qu'on va voir, je pense, dans ce débat. Enfin, ça nous donne aussi le fait que nous sommes présents dans les conseils, dans les institutions, etc., mais pas seulement. Et nous pensons que tout un plan important du combat que nous menons, c'est un combat qui se fait dans les mobilisations, par exemple en ce moment dans la mobilisation contre le projet gouvernemental de casse du droit du travail. Sur nos positionnements que nous avons adoptés, donc la liste Esper, c'est une liste qui a une histoire, hein, qui est née essentiellement dans les luttes contre les réformes libérales qu'on a vu se succéder dans les années 2000. Et c'est une liste qui s'est positionnée en rupture avec les projets qui nous ont été présentés en fait ces dernières années dans l'université, qui ont été menés par les différentes équipes qui sont succédées, où on a vu finalement des projets qui visaient à appliquer à l'Université de Savoie les politiques libérales du ministère, en se disant si on veut des moyens, il faut faire exactement ce que le ministère nous propose, hein, et autrement dit créer une université élitiste dans ses formations, élitiste aussi dans ses politiques de la recherche, c'est-à-dire qui condense au fond les financements sur quelques grandes thématiques bien ciblées. Et puis le deuxième projet aussi, contre lequel aussi on s'est positionné, qui était un peu le projet concurrent du projet libéral, c'était construire une université des territoires, hein, qui essayait finalement de retrouver un peu d'indépendance par rapport aux politiques des ministères, en se liant aux collectivités et au patronat local. Pour notre part, nous sommes aussi opposés à ces politiques parce que ce sont des politiques qui, de notre point de vue, limitent les libertés académiques, hein, en les soumettant aux prises de décision qui sont celles des acteurs politiques ou économiques du territoire. Face à ces deux logiques politiques, nous, le projet qu'on défend dans l'université et que nos élus ont défendu dans le dernier mandat et même encore au-delà bien avant, c'est de défendre une université de service public. C'est ça, en gros, notre thématique, notre force. C'est ce qu'on va essayer ici de démontrer dans ce débat, en expliquant que c'est possible. Il ne faut pas penser que c'est un monde qui est fini aujourd'hui, mais que c'est tout à fait possible, au contraire, de se battre, d'imposer une université qui est une université de pleine liberté académique, et ça suppose une université qui a un financement public national, qui soit garanti par l'État, qui fasse que nous ayons un financement qui soit donc non seulement comme ça public, mais aussi récurrent et pérenne, et qui soit de faisant aussi garant des statuts et des libertés des personnels. C'est un peu ce que nous allons présenter durant ce débat. Voilà, nous cédons maintenant la parole donc, au troisième groupe, Université Savoie-Mont-Blanc 2020, avec Christine Galaise et Denis Varachin. Merci. Merci à toutes les personnes présentes ici et toutes celles qui sont à distance pour nous écouter. Donc, Denis et moi sommes ici pour représenter les listes les plus complètes pour cette élection, sans doublon, avec une place majoritaire accordée aux femmes en première position sur ces listes. Ce sont des listes qui intègrent aussi les personnels BIATS pour les élections au conseil d'administration, puisque c'est aussi au conseil d'administration que se décide la stratégie de l'établissement. Alors, depuis 2012, d'importants projets ont été validés pour l'université, avec le financement État-région, la fondation universitaire, la ligne politique de l'établissement qui est aussi maintenant comprise et admise. D'autres sont à la veille d'être validés. Je pense en particulier à une convention en cours à la Caisse des dépôts, avec la Caisse des dépôts et consignations. J'étais membre de la commission recherche sortante, donc j'en connais ces dossiers-là. Enfin, j'en ai entendu parler. Et le projet d'établissement est en cours d'élaboration. Ces projets devront être mis en œuvre très rapidement. Les listes USMB que nous représentons misent sur la continuité
en apportant leur soutien à une équipe qui a pensé ces projets, qui a montré sa capacité à gouverner, à faire progresser l'université de manière collective. Elle présente un projet collectif qui est pour la collectivité, tout personnel et étudiants confondus. Elle est restée soudée tout au long de ces 4 ans. Elle possède la maîtrise de ses dossiers. Et elle possède, quand on lit les différents documents et même en entendant nos interlocuteurs ici, un bilan qui est objectivement favorable. Elle a fait les choix stratégiques les meilleurs pour notre établissement et elle présente aujourd'hui de manière claire et précise les enjeux. Et nous allons nous attacher dans la suite du débat à les développer et à vous le montrer. Voilà, cela nous permet effectivement donc d'aborder le premier thème de ce débat, qui est celui de la politique et des moyens finalement pour la recherche et la formation. Alors chaque groupe pourra prendre la parole à 2 reprises, 3 à 4 minutes, et nous commençons par le groupe ESPER. Oui, alors pour le groupe ESPER, nous on va procéder peut-être un petit peu différemment, c'est-à-dire que la première partie on va la faire en duo. Donc concernant la politique et les moyens en matière de recherche et de formation, je crois que ce qui nous distingue essentiellement des 2 autres listes, c'est que nous considérons que l'université doit être à la hauteur des espérances de la jeunesse en lui offrant donc une formation qui lui permette de développer son esprit critique et une culture très large et non briser ses rêves, en limitant la formation à une fin utilitariste et à court terme. C'est pourquoi nous devons sortir des logiques d'employabilité. L'université doit s'attacher à donner le meilleur aux étudiants pour qu'ils réussissent. Et nous pensons que le meilleur, ce n'est pas de développer des formations professionnalisantes à tout va, où l'on constate que le contenu théorique s'effiloche au fur et à mesure des contrats quadriennaux et quinquennaux aujourd'hui. Pour nous, ça signifie également qu'il faut en finir avec la course au label et au classement, parce que nous pensons que l'attractivité des formations, c'est avant tout la qualité qui intéresse les étudiants et l'environnement dans lequel ils étudient. Nous voulons également plus d'égalité dans nos formations, en supprimant les dispositifs sélectifs tels que les CMI. Donc les CMI, ce sont les cursus master intégrés, où en fait, dès la licence, on sélectionnera une poignée d'étudiants sur lesquels on mettra un maximum de moyens, puisqu'ils pourront bénéficier de 20% d'heures de cours supplémentaires. Et enfin, nous nous opposons donc à la sélection, que ce soit en licence et en master, et nous militons pour que l'ensemble des moyens soient mis à disposition des étudiants. Et sur la question des moyens, donc je donne la parole à Laurent. Alors évidemment, la politique qu'on propose suppose d'obtenir des moyens publics suffisants pour la mener. Alors souvent on nous dit aujourd'hui il n'y a plus de moyens, il n'y a plus d'argent, l'État est ruiné, l'argent public se fait rare, tout ce discours qu'on entend depuis le journal TF1 à 20h jusque dans les conseils d'administration des universités. Dans la pratique, c'est un discours qui est totalement faux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, le budget de la recherche en enseignement supérieur passe aujourd'hui en grande partie en France dans ce qu'on appelle le crédit, en fait, le CIR, le crédit pour les entreprises, voilà, crédit impôt recherche, qui en fait est un crédit d'impôt pour les entreprises. Bon, aujourd'hui, ça représente 6 milliards d'euros. Bon, juste un calcul, et tout le monde, tous les rapports, il y a un rapport de la Cour des comptes dessus, c'est d'une inefficacité totale, ça sert juste de moyen de défiscalisation aux grands groupes, c'est pour ça que Total et autres ne payent plus du tout d'impôts. Bon, si vous prenez ne serait-ce que la moitié de ces 6 milliards, 3 milliards, et que vous les reversez pour les universités, ça fait une augmentation de budget de l'ordre de 40%. Voilà. Qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas les moyens, 40%, vous imaginez, on ne saurait même pas quoi en faire dans une université comme la nôtre. Bon. Alors pour obtenir évidemment ce qui est la justice, puisqu'en plus c'est scandaleux, c'est passé en 10 ans de 1 milliard à 6 milliards le crédit impôt recherche. Pour obtenir un minimum de justice dans cette distribution d'argent, il faut évidemment avoir des universités combatives. Les élus ESPER sont des élus combatifs,
qui ne votent pas les budgets. Nous n'avons pas voté les budgets. Une composante qui vote son budget, il ne faut pas qu'elle pleure après parce qu'elle n'est pas contente. Une université qui vote son budget, il ne faut pas qu'elle pleure parce qu'elle n'est pas contente. Ce que nous proposons, évidemment, c'est d'abord d'engager un rapport de force sérieux avec le ministère. Laurent, j'ai juste une question. Oui. Vous souhaitez utiliser en fait votre crédit de 8 minutes en une seule fois, c'est cela? Non, on est juste à 3 minutes 50 là. Ok. Ah, parce que... Comme 4 minutes combien? Oui, le temps passe vite. 4 minutes 17. Mais vous êtes passionnant. Oui, c'est ça, entre l'élément où on discute, on arrive à ça. Oui, on veut poursuivre. Donc, alors bien évidemment, pour avoir comme dans une logique de prise d'argent public, une des premières choses qu'on ferait, ce serait de fermer la fondation qui vient d'être ouverte. Pourquoi? Parce que c'est une fondation, en fait, on nous dit que ça va apporter de l'argent nouveau. Pas du tout. Sur les 1 million, en gros, de la fondation, 80%, en fait, c'est de l'argent public. En particulier par aussi défiscalisation. Bon. Cet argent public, on doit l'avoir directement et non pas à le mettre dedans, parce que si on le met dans une logique type fondation, on va en fait faire que cet argent sera utilisé par certains, avec un conseil spécifique dans lequel le patronat et les collectivités territoriales sont très présentes, et qui va évidemment avoir un effet levier considérable sur l'ensemble des financements, et donc va les poser, non pas sur des logiques, on va dire, académiques, mais sur les logiques que certains nous imposent, c'est-à-dire que nous imposent en fait collectivités locales et entrepreneurs. Voilà, peut-être au niveau du temps, on en est à... Alors pour cette première partie, 5 minutes 10. Voilà, donc vous aurez 3 minutes pour la deuxième partie. On va passer donc au groupe Université Savoie-Mont-Blanc, donc 2020. Très bien, place aux hommes enfin, puisque nous avions quand même laissé l'initiative à Christine. Bien, le combat, puisqu'on vient de parler du combat, le combat, nous, on l'a mené. On l'a mené. Je rappellerai quand même tout ce qui s'est produit autour du bâtiment Hélios, par exemple, pour défendre notre recherche, ou même quand on va regarder, eh bien, ma foi, ceux qui font grève, parce que dans notre université, il n'y en a pas beaucoup, eh bien, c'est vrai qu'on pourra trouver de temps en temps le nom du président de l'université, qui n'a rien dit, mais qui, lui, s'est déclaré gréviste sur un certain nombre de sujets, contrairement à d'autres. Bon, sur le sujet plus précisément, eh bien, depuis 4 ans, nous avons un principe fondamental, donc nous n'attendons pas de le faire dans l'avenir, nous le faisons depuis 4 ans, cela, c'est d'équilibrer la formation et la recherche, et c'est d'associer la formation et la recherche. Comme vous le savez, des champs de formation et de recherche sont apparus, à la demande de l'ARS, eh bien, ces champs, nous avons été la première université en France à les mettre en place en assurant ce couplage, qui est une démarche à la fois intégratrice et qui est une démarche interdisciplinaire. Ces champs, ils sont en construction. Ces champs, il va falloir rapidement les reprendre, éventuellement les faire évoluer légèrement, et surtout les faire vivre pour pouvoir faire discuter entre elles non seulement la formation et la recherche, mais les composantes et les laboratoires de recherche entre eux. Deuxièmement, nous avons mené une action, c'est-à-dire aller vers des campus plus attractifs que ceux que nous avons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons négocié un CPER, un contrat de plan État-région, qui est un des plus beaux, en tout cas le plus beau pour les établissements en dehors de la région lyonnaise obtenue dans cette région Rhône-Alpes, et que nous venons en effet de mettre en place une convention avec la Caisse des dépôts et consignations, comme le disait Christine, qui va nous permettre de moderniser enfin, depuis le temps que l'on en parle, le campus de Jacob-Belcombette. Alors sur la formation, avant de laisser la parole pour Christine à la recherche, eh bien, il faut quand même rappeler là aussi des faits. 100% des mentions de notre université seront accréditées. Pas beaucoup d'établissements peuvent en dire autant. L'USMB a été sollicité par l'AMU, sollicité par la DGCIP, sollicité par l'HCRS. On en parle également à la conférence des présidents d'université pour faire connaître ses bonnes pratiques. Elle est devenue une référence en ce domaine. En licence, nous avons commencé par mettre l'accent sur la transformation pédagogique au cours de ces dernières années. Nous devons désormais, nous le savons tous, faire face à une véritable vague démographique et démocratique, en même temps, des étudiants. Et il faudra tenir compte des expériences des autres établissements pour pouvoir y faire face. Pour cela, nous pensons qu'il faut approfondir la politique d'orientation,
d'intégration, de remédiation qui a été mise en place, et il faudrait créer un semestre 2, rebond ou tremplin, qui soit soigneusement préparé. Nous ne croyons pas au semestre 0, cette forme de sélection. Comment identifier les étudiants quasiment même avant qu'ils arrivent, comment les inscrire, quelle attractivité, quel coût, tout un ensemble de questions qui, lorsque on s'intéresse à elles, permettent de douter de la réalisation. En ce qui concerne les masters et les doctorats, il conviendra de faire un effort important sur eux si nous ne souhaitons pas devenir un collège universitaire. La priorité est là, et pour cela, il faudra notamment développer les co-accréditations à l'international. C'est aujourd'hui ce qui fait la différence dans ce domaine. Il nous faudra développer la formation continue et l'alternance. Nos 1200 alternants sont très remarqués à l'heure actuelle. Ils seront de plus en plus nombreux. Et enfin, bien entendu, tout cela sera réalisé en coordination avec Grenoble, comme nous l'avons tenté de le faire d'ailleurs ces derniers mois, sans naïveté. Nous avons bien vu en effet qu'il y avait un certain nombre de manœuvres qui ne nous étaient pas nécessairement favorables, et nous demanderons également dans ce domaine-là à la Commu d'être beaucoup plus attentive aux étudiants de l'université de Savoie-Mont-Blanc qui ne sont pas des étudiants de deuxième zone. Pourquoi réserver autant de moyens à certains et aussi peu à d'autres ? Voilà, merci beaucoup. Nous allons, avant la deuxième possibilité de prise de parole, donc Christine, vous aurez l'occasion de prendre la parole à l'instant. On va passer la parole maintenant donc, au groupe Créer, Transmettre, Réussir pour un premier temps, on va dire, de 4 à 5 minutes. Donc, moi, je vais commencer sur la formation. Philippe finira sur la recherche. Notre offre de formation à l'Université de Savoie, elle est variée, elle est pluridisciplinaire et c'est un atout. Et cet atout, il faut que nous sachions en jouer pour augmenter notre attractivité. C'est vrai que notre offre de formation, elle est reconnue, mais depuis de nombreuses années maintenant. Elle est bien évaluée et elle nous permet d'avoir des taux d'insertion exceptionnels, remarquables, autour desquels il faut que l'on continue de communiquer. Au niveau des licences, les résultats sont bons, les effectifs augmentent, effectivement. On accueille les étudiants de notre territoire et c'est très bien. Au niveau des masters, le constat est un peu différent. Les effectifs stagnent, voire même diminuent. Si l'on reprend le rapport du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, l'attractivité de toute offre de master est indispensable à une université. Et il a été noté dans le rapport nous concernant que nous devions renforcer notre attractivité de ce côté-là et que pour ce faire, il était nécessaire que nous envisagions une concertation avec tous les établissements de l'académie. Nous proposons donc notre liste de travailler à une carte de formation académique. Et on est confiant, on pense que nous avons des atouts en termes de richesse de notre offre de formation, en termes de résultats, et nous avons l'expérience de la pluridisciplinarité. Donc nous n'avons absolument pas de complexe à avoir vis-à-vis de nos partenaires du site. D'autre part, nous pensons qu'il faut une croissance maîtrisée de l'offre de formation. Cette croissance maîtrisée, elle va permettre de limiter le dépassement de notre potentiel humain, parce que derrière des formations, eh bien, il y a des collègues, enseignants-chercheurs, personnel administratif, et il faut veiller à ce que la charge de travail ne soit pas trop lourde, surtout qu'aucune contrepartie, en général, n'est prévue pour les personnels administratifs lorsqu'on augmente les formations. D'autre part, cette croissance limitée de notre offre de formation, il faut qu'on la compense par une amélioration de la qualité. Cette qualité, elle doit passer par plus de formations continues, plus d'alternance, des formations en langues étrangères, en anglais, des cohabilitations avec nos partenaires internationaux. Surtout pour les masters, puisque c'est là qu'il faut qu'on travaille sur l'attractivité. Alors au niveau des moyens, pour faire tout ça, nous avons très clairement une vision pluriannuelle et non une gestion au coup par coup.
Surtout sur le plan humain, parce que selon les composantes, selon les disciplines, il y a des différences qu'il faut que nous sachions prendre en compte, des différences d'encadrement, des différences d'enseignement. Donc si nous sommes amenés à faire des redéploiements, nous le ferons en toute transparence et en concertation et avec une vision de moyen terme. Pour finir sur la vie étudiante, au niveau de la vie étudiante, nous pensons qu'il serait souhaitable de créer une commission spécifique consultative sur la vie étudiante, une commission qui pourrait regrouper les présidents et présidentes d'associations, les élus étudiants, le guide, le CROUS, et dont l'animation et la présidence se feraient par le vice-président étudiant. En fait, il s'agirait de faire pour la vie étudiante ce qui se fait un peu pour les relations internationales avec la CODRI. Une telle initiative permettrait de donner du corps et de la visibilité aux vice-présidents étudiants et de dynamiser la vie étudiante à l'échelle de l'établissement et pas seulement des campus. Voilà, et nous souhaitons améliorer aussi l'image de nos deux villes phares, Annecy et Chambéry, pour renforcer l'attractivité de nos formations. Voilà, Bethsabée, merci d'abord. Bethsabée et Laurent, vous avez la possibilité de reprendre la parole 3 minutes sur cette thématique de la politique et des moyens pour la formation et la recherche. Oui, bon, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Bon, je reprends une, c'est la question de la carte d'une formation académique. Nous, on n'est pas favorable à aller vers ça, hein. Une carte des formations à l'échelle académique ou à l'échelle régionale qui se mettrait en place. Ce serait évidemment, surtout dans les logiques actuelles, qui sont les logiques ministérielles et donc aussi académiques, puisque les rectorats, évidemment, les reconduisent. Ce serait aboutir à ce qui est la politique actuelle du ministère, c'est-à-dire concentrer évidemment les moyens sur des sites. Et ces sites, on sait que localement, ce n'est pas nécessairement en plus le nôtre. Sur le fait de resserrer les formations, oui, il faut faire attention à ne pas développer tout n'importe comment, hein. Et de ce point de vue en particulier, je crois que c'est surtout autour des DU qu'il faut faire attention, hein, et de limiter ce type de développement. En revanche, il faut effectivement avoir une politique de développement pour les masters. Donc je reviens un peu sur la question qui a été abordée tout à l'heure par Bethsabée de la sélection et comment justement nous on voit cette question. Parce qu'aujourd'hui on connaît ces difficultés avec énormément d'étudiants qui se présentent dans des formations sur lesquelles il n'y a pas assez de collègues pour les encadrer et pas assez aussi même de stages souvent quand c'est des formations professionnelles. Bon. Nous ce qu'on dit c'est que la manière dont il faut le prendre c'est d'avoir d'abord conscience du gâchis que ça représente pour beaucoup d'étudiants qui souvent font une licence, 2 M1 et puis après se retrouvent bloqués et en fait n'ont pas de diplôme, et qu'il faut le prendre en se disant qu'il faut justement exiger socialement d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir multiplier les formations master afin que chaque étudiant qui puisse rentrer comme ça en master puisse à la fin avoir une sortie au niveau master. Alors évidemment ça demande des moyens, mais c'est dans ce type d'axe de priorité que nous irions plutôt que dans le développement par exemple de l'alternance ou de la formation continue. Voilà, merci. En ce qui concerne, je crois que Christine, vous vouliez continuer votre développement sur la recherche, ou Denis ? Christine. Oui, voilà, oui, je voulais parler de la politique et des moyens pour la recherche. Donc la recherche, j'ai pas le sentiment qu'elle ait perdu du poids au cours de ces 4 dernières années à l'université Savoie-Mont-Blanc. La politique recherche a été validée par le ministère. Tous les laboratoires ont été renouvelés et la lecture des rapports HCERS pour ces laboratoires sont tous favorables ou très favorables. Néanmoins, il est nécessaire effectivement de redonner du temps de recherche aux personnes parce que les tâches s'accumulent. Les pistes sont de chercher plus de financement récurrent, de simplifier les procédures administratives partout où c'est possible en utilisant la dématérialisation qui est rendue possible aujourd'hui, ne pas en créer de nouvelles, trouver comment, enfin, attribuer des postes de professeurs là où le besoin est criant en termes d'encadrement, en recherche et en enseignement, les deux vont ensemble. Continuer de renforcer la formation doctorale par des allocations, créer des lieux d'accueil pour les chercheurs invités sur Annecy et Chambéry pour leur permettre d'accroître leur rayonnement national et international. En ce qui concerne les moyens, les charges pour les laboratoires ont été diminuées ces dernières années. Il y a eu une clarification au niveau de la TVA qui a facilité grandement la gestion des laboratoires. Les moyens pour la recherche ont été augmentés.
Et cela va se poursuivre avec les actions menées auprès des collectivités et des entreprises, en particulier par le biais de la fondation universitaire. Et la politique des amortissements qui a été menée va aussi permettre d'envisager les investissements de taille intermédiaire, ce qui n'était pas possible par le passé. Par ailleurs, on a déjà actuellement une offre de services pour l'aide au montage de projets. Cette offre sera renforcée de manière à travailler plus efficacement encore pour le montage de projets et ce au plus haut niveau jusqu'à des appels à projets européens. Oui, peut-être une double réaction. Tout d'abord, une réaction sur la carte des formations. Qui a été moteur sur la carte des formations dans l'académie? C'est l'université Savoie-Mont-Blanc. Donc pas de faux procès, s'il vous plaît, là-dessus. Amétis, c'est nous qui l'avons choisi, c'est nous qui l'avons mise en place, c'est nous qui avons aidé Grenoble également à s'en saisir. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui? Il manque que les établissements fassent remonter leurs données à la commune. Nous avons fait remonter nos données à la commune. Et nous sommes même le seul établissement à l'avoir fait. Il manque l'application Chapeau maintenant pour réaliser cette cartographie. Eh bien, c'est Grenoble, c'est la commune qui ne met pas en place cette application. Comme elle a refusé d'ailleurs précédemment de mettre en place l'instance consacrée aux formations qui nous aurait permis d'aller grouper face au ministère, alors que le ministère a bien remarqué quand il nous a reçus, Philippe et moi, que Grenoble arrivait en ordre dispersé dans son offre de formation et qu'à partir de là, il ne pouvait pas y avoir de relation entre Grenoble et l'université Savoie-Mont-Blanc puisque Grenoble lui-même n'était pas organisé. Donc, disons la vérité sur ces sujets-là. Autre vérité, peut-être pas bonne à dire, mais il convient quand même de la connaître, sur la vision pluriannuelle. La vision pluriannuelle, on la connaît dans l'université depuis des années et des années. Je vois un directeur d'IUT devant moi. Ce sont les coms des IUT. On sait très bien que cela ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne pas tout simplement parce que nous ne maîtrisons pas les évolutions interannuelles et même parfois infra-annuelles qui viennent percuter les universités. Merci beaucoup. Donc je repasse la parole à Myriam et Philippe en fait sur cette thématique pour terminer effectivement avec ce sujet des politiques et des moyens pour la formation et la recherche. Très bien, donc je ne vais peut-être pas me lancer dans une polémique puisque j'aimerais quand même parler plutôt un peu de la recherche. Donc je ne vais pas me lancer non plus dans l'analyse des rapports HCERS de nos laboratoires. Je pense que c'est vraiment extrêmement important qu'on garde à l'université Savoie-Mont-Blanc une recherche visible et reconnue au plan international, parce que ça c'est vraiment une condition nécessaire pour rester une université de plein exercice. Ça c'est vraiment le premier objectif stratégique que nous avons, hein, garantir et accroître la visibilité internationale de notre recherche. Donc je crois qu'il faut être un peu réaliste, hein, et je pense que, enfin, on le vit tous un peu au quotidien. Je ne crois pas qu'on puisse demander à ce que la totalité de notre recherche soit visible au plan international. Et donc le deuxième objectif qu'on poursuit en matière de recherche, hein, c'est vraiment d'avoir une politique qui permette d'accroître la dynamique de notre recherche. Hein. D'ailleurs, indépendamment du type de recherche effectuée, hein, que ce soit une recherche théorique ou plus appliquée. Inciter à faire davantage de recherche, c'est vraiment quelque chose de primordial. Promouvoir et valoriser la recherche, ça l'est tout autant. Donc la question, c'est comment on parvient à ces objectifs, hein. Je crois qu'on aura tous à cœur de défendre. Donc je crois que pour nous, enfin en tout cas pour les listes créer, transmettre, réussir, nous sommes vraiment convaincus que la première chose à faire, c'est de remettre l'université Savoie-Mont-Blanc au cœur de la dynamique recherche du site, hein. Prendre pleinement partie au pôle de recherche. Et ces pôles de recherche représentent un formidable tremplin, une formidable opportunité, hein, pour nos laboratoires. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on dépasse le niveau des collaborations individuelles, hein, que nous avons depuis longtemps, hein, de nombreuses collaborations avec nos collègues de Grenoble, mais on passe de collaborations individuelles à des collaborations entre laboratoires. Et évidemment, ça a un effet dynamisant extrêmement fort et extrêmement positif pour notre recherche. Je crois d'autre part qu'il ne faut pas perdre de vue, hein, en participant à ces pôles de recherche. Donc il faut évidemment préserver nos spécificités qui sont nombreuses, hein, au sein de l'établissement, et faire valoir aussi notre leadership lorsqu'on a le leadership. Hein. Je pense que tout le monde a entendu parler des avancées sur les ondes gravitationnelles, hein, qui seront présentées prochainement par Damir Busculic.
Bon, je crois, enfin, ce qui nous semble important aussi, c'est de prendre en compte une évolution extrêmement rapide de la recherche. Et peut-être que de ce point de vue-là, ce qu'on compte faire, évidemment, c'est engager une réflexion stratégique au niveau des axes de recherche. Pas pour faire une révolution complète, mais sans doute dans un premier temps pour clarifier les choses, clarifier l'articulation de nos axes de recherche par rapport à ceux des pôles de l'UGA, et aussi peut-être penser l'articulation qu'il y a entre ces axes de recherche et puis les champs recherche-formation que nous avons par ailleurs à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Donc voilà, peut-être ce qui nous semble vraiment fondamental, c'est vraiment de mieux associer les directeurs de laboratoire, parler davantage du fond scientifique des projets, que ce soit dans les dialogues d'orientation avec les laboratoires, parce que le terme de dialogue de gestion me semble peu réaliste pour un laboratoire, ainsi qu'au CAC. Donc d'un point de vue opérationnel, donc ce qui nous semble vraiment important, c'est effectivement de favoriser les échanges internationaux, parce que je crois qu'on apprend beaucoup à travailler avec l'étranger, en particulier pour nos jeunes collègues et pour les doctorants, essayer de les confronter à d'autres manières de faire de la recherche. Ah, je regarde le timer, j'arrive au bout. Voilà, et puis donc je vais finir là-dessus. Donc ce qui nous semble vraiment important, c'est de parler de recherche, dans les dialogues de gestion, dans les dialogues d'orientation, et voilà, et peut-être pour les laboratoires qui sont multitutelles, donc à certains moments, notamment peut-être à mi-parcours, d'essayer d'associer l'ensemble des tutelles pour penser et prévoir la stratégie du laboratoire, parce que c'est vraiment la stratégie du laboratoire qui compte. Merci. Le deuxième sujet sur lequel vous avez choisi de débattre, c'est celui du modèle de gouvernance interne. Voilà, pour aborder ce sujet, je passe la parole donc au groupe ESPER. Donc le modèle de gouvernance interne. Ah pardon. C'est moi qui ai fait une erreur. Je vous prie de bien vouloir ne pas m'en tenir rigueur. Donc ce sera effectivement le groupe numéro 3, Université Savoie-Mont-Blanc 2020. Merci. Oui, merci. Oui, donc on change de sujet. Alors si on se remémore les années passées, on a trop souvent opposé ce qui se passait au niveau des services centraux et au niveau des composantes. On a aussi des oppositions entre composantes et ça n'a jamais été bon du tout pour l'établissement. L'établissement a failli même y rester. Il faut à tout prix éviter ces situations dangereuses et aborder tous les problèmes de manière collective, ce que nous avons fait au cours des 4 dernières années. Oui, je crois qu'en effet, ce que vient de dire Christine est un point différenciant extrêmement fort entre nos listes. À savoir qu'une liste, la liste CTR, donc, propose cette organisation, propose de retourner vers les composantes au sens large, formation et de recherche. Et on sait très bien que cela va opposer dans l'établissement. Cela va rendre beaucoup plus difficile la communication. Cela va poser la question des moyens également et cela va poser la question de l'unité de l'établissement. Nous ne souhaitons absolument pas aller dans ce sens-là. Nous souhaitons aller au contraire vers une gestion partagée, vers la gestion qui fluidifie. Il n'y a pas d'étage au sein de notre université. On est toujours plus fort ensemble que divisé. Et divisé pour régner n'est certainement pas la politique que nous envisageons en ce qui nous concerne. Concrètement, nous avons joué la transparence au cours de ces 4 dernières années. Nous avons multiplié les visites explicatives sur les campus autour de la loi de 2013, autour des évolutions de la commu, autour de l'IDEX. Nous diffusons les bilans annuels. Nous avons été les premiers à faire passer également au conseil d'administration l'ensemble de l'équipe politique de l'université. On nous dit que l'on va donner du poids politique aux directeurs des unités de recherche. Nous l'avons fait, puisque désormais, ils siègent au conseil des directeurs de composantes. Nous avons respecté également les feuilles de route que le conseil d'administration nous a remis à plusieurs reprises. Elles ont été strictement respectées. Nous sommes restés dans ce cadre-là. Nous confirmerons la participation des directeurs de composantes au conseil d'administration. Là encore, ils n'en faisaient pas partie précédemment. Nous les avons fait rentrer. Il faudra de nouveau voter pour les faire rentrer dans le prochain conseil d'administration. Enfin, nous avons proposé une participation des directeurs de composantes au bureau, c'est-à-dire que la gouvernance de l'université réunit les composantes et elle ne les oppose pas entre elles.
On est ensemble, on pense ensemble, on décide ensemble, on agit ensemble. C'est cela qui est essentiel pour une université. Pour accompagner cela, la Direction générale des services sera soutenue par un directeur général adjoint chargé de la transversalité entre les services et les composantes. En ce qui concerne les personnels, un mot également, puisque sans eux, rien ne se ferait dans l'établissement. Vous connaissez la politique qui a été pratiquée. Cela a été une politique de lutte contre la précarité, de titularisation massive, presque une centaine de postes qui ont été placés au concours. C'est une politique qui n'a pas refusé également les CDIsations. C'est une politique indemnitaire qui a été extrêmement dynamique. C'est une politique de formation également qui a été très dynamique, avec près de 300 formations réalisées en 2015. Et pour revenir à la politique indemnitaire, eh bien, nous avons fait une proposition. Maintenant que nous sommes arrivés à 30 jours de fonds de roulement, puisque quand nous avons pris des affaires, il y en avait une petite dizaine, nous avons une obligation d'arriver à 30 jours. Ça y est, cette année, nous sommes parvenus à 30 jours grâce à la gestion saine qui a été remarquée par tout un ensemble de partenaires. Eh bien, désormais, nous pourrons utiliser les résultats de l'année qui pourront être distribués entre l'ensemble des personnels. Cette année, par exemple, si nous avions pu le réaliser, eh bien, c'est une somme de l'ordre de 1 000 € par personne qui aurait pu être distribuée à partir du mois d'avril de cette année. Voilà donc un ensemble de faits concrets qui ne s'arrêtent pas d'ailleurs au personnel, qui ne s'arrêtent pas aux enseignants-chercheurs, mais ne l'oublions pas, qui concernent aussi les étudiants. Le vice-président étudiant, nous l'avons pleinement intégré dans l'équipe présidentielle et nous souhaitons maintenant lui donner un statut. En ce qui concerne également d'autres catégories d'étudiants, il y aura une charte pour les étudiants salariés et une charte pour les étudiants chargés de famille qui sera mise en place. Voilà, on va vous redonner la parole à l'instant. Pour l'instant, je vais passer la parole effectivement au groupe numéro 1, Myriam Philippe, le groupe Créer, transmettre, réussir. Sur la gouvernance. Concernant la gouvernance interne, on a conscience que le pilotage de structures avec des logiques différentes, en raison de l'éloignement des disciplines, conduit à relever plusieurs défis. Le premier de ces défis porte sur la politique des personnels BIATS. Nous ne partageons pas la conception que l'équipe actuelle a de la GRH. Nous avons ressenti le malaise, voire la détresse de certains personnels, et plus précisément du côté des personnels administratifs et techniques. On peut analyser ce malaise comme le résultat d'un manque d'écoute et de reconnaissance et un manque de visibilité sur le long terme des tâches. Il faudra donc travailler à raccourcir les circuits de transmission parce que l'écoute, l'efficience sont liées à la proximité, surtout, d'autant plus lorsqu'il est question des relations humaines. Il est évident qu'il faut redonner confiance et favoriser la prise d'initiative. Notre mode de fonctionnement doit éviter une pression excessive sur le personnel. Dans le contexte actuel des réformes incessantes, ça c'est le deuxième point, il est fondamental aussi de faire évoluer nos procédures, de définir les objectifs de cette évolution et de consulter tous les acteurs concernés. Il faut toujours avoir à l'esprit la simplicité. Ne pas faire, si je peux me permettre l'expression, des usines à gaz. Personne n'a la solution clé en main, c'est évident. Aussi, il est peut-être intéressant de passer par des expérimentations qui peuvent limiter les risques et aider à la décision finale. Enfin, au niveau de la gestion prévisionnelle des emplois et des cadres, il faudra anticiper, et des compétences, pardon, il faudra anticiper les nouvelles compétences dont nous aurons besoin. Et donc on continue sur cette logique de la vision pluriannuelle. Il faut que la gestion des personnels soit claire, soit harmonisée. Il faut prévoir des formations pour nos personnels. Nous trouvons notamment dommage, par exemple, que l'emploi prévu pour la fondation ne soit pas ouvert au personnel de l'université. Avant de recruter quelqu'un de l'extérieur, on pourrait imaginer, ou on aurait pu imaginer, qu'un collègue en interne ait l'appétence et les qualités pour ce poste. Voilà pour votre première prise de parole, le groupe Espère, Benzabé, Laurent.
Qui veut prendre la parole? On fera aussi à deux Ouais. pour définir un peu donc nos priorités en la matière. Donc effectivement notre première priorité, notre premier objectif, c'est de poursuivre et de développer la lutte contre la précarité, tout simplement parce que l'université efficace, c'est une université qui fonctionne avec un personnel stabilisé, qui ne craint pas à chaque mois de juillet que ses missions se terminent au 1er septembre. Alors pour ce faire, nous maintiendrons, en particulier dans l'emploi, tous les personnels précaires qui sont présents dans l'établissement depuis le 12 mars 2012, c'est-à-dire en fait depuis la loi Sauvadet. Donc tous ceux qui sont rentrés dans l'établissement avant le 12 mars 2012 seront automatiquement mis en CDI. Par ailleurs, nous prioriserons aussi la création des emplois nécessaires à la titularisation des contractuels qui sont déjà CDIsés. De ce point de vue, la prolongation de la loi Sauvadet jusqu'en 2018 ouvre de nouvelles perspectives et il faut pour cela que l'établissement mette les moyens pour que ses collègues qui sont en CDI aujourd'hui puissent accéder comme cela à un emploi de fonctionnaire. Deuxième point important aussi, c'est la question des rémunérations. On sait que depuis 6 ans, le point d'indice est bloqué. On a un contraste quand même entre le point d'indice qui est bloqué et les exigences du ministère. Donc on propose, c'est que désormais d'indexer les exigences du ministère sur le point d'indice. S'il est à 0, eh bien nous n'offrirons pas plus de documents au ministère que ce qu'il veut. Ce qu'on pense aussi, c'est qu'en matière financière, il y a effectivement la question fondamentale pour notre université du régime indemnitaire. On sait en particulier que les universités ont des régimes indemnitaires qui sont beaucoup moins favorables pour les personnels que ce qu'on peut trouver dans les autres rayons de la fonction publique. Alors on pense qu'il y a là une priorité importante à avoir en termes budgétaires, à commencer aussi par le fait d'arrêter de résorber les inégalités qui sont creusées, par exemple entre les personnels AENS et ITRF, en indexant en fait le régime indemnitaire déjà des ITRF sur les AENS. Pareil sur les enseignants-chercheurs, et il n'y a pas de raison, par exemple, que la PEDR soit différenciée suivant les catégories d'enseignants. Par ailleurs, sur les conditions de travail, Bethsabée maintenant va intervenir. Oui, alors sur les conditions de travail, ce qu'on constate, c'est que les situations de souffrance se multiplient, soit du fait de la charge de travail, mais soit du fait de l'organisation même du travail. Donc sur ce sujet, nous pensons que, et en plus là, à cette tribune, j'ai entendu parler de redéploiement, je crois que sur toutes les questions d'organisation du travail, les personnels doivent être associés en amont. Alors, les personnels, bien sûr, mais aussi leurs représentants à travers les instances représentatives des personnels. Et nous proposons, y compris, qu'il y ait un droit de veto des représentants des personnels en cas de désaccord sur les organisations de travail, avec la mise en place des pôles, etc. Et bien sûr, cette proposition, elle n'a pas pour objet de bloquer l'établissement, mais on pense que pour travailler sereinement, eh bien, il faut que tout le monde puisse être d'accord sur la vision qu'on a effectivement de l'organisation du travail. Ensuite, la question de la politique sociale de l'établissement, je crois que là, par contre, on peut constater qu'il y a un budget peau de chagrin qui ne permet pas de développer véritablement une politique sociale conforme aux attentes des collègues, et c'est dommage. Après, nous pensons aussi qu'en matière de gouvernance, nous devons repenser un certain nombre de choses, notamment en matière d'équipement, de bâtiments, repenser la question de l'isolation de nos bâtiments et de la performance écologique, repenser également la question de nos déplacements, ça nous paraît indispensable. Et puis, il y a également la question des transports publics collectifs. Là, nous avons défendu ce principe et nous le défendons encore aujourd'hui, c'est le principe de la gratuité. Voilà, donc vous l'avez compris, le fait de pouvoir intervenir 2 fois effectivement sur une même thématique permet éventuellement effectivement de prendre position et de répondre. Voilà, sans plus attendre, je passe donc la parole au groupe Université Savoie-Mont-Blanc 2020. Voilà, donc une petite réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Des personnels souffrent dans notre université, c'est certain, mais c'est toute la fonction publique française qui souffre.
beaucoup plus largement, avec un blocage des salaires, avec une déconsidération qui s'est construite au fil des ans. Je crois qu'il faut le dire, nous ne sommes pas un cas à part. Nous sommes à l'image de l'ensemble de la fonction publique française. La politique qui a été menée au sein de cette université, justement pour faire face à cette situation, a été une politique extrêmement favorable au personnel BIATS. Nul ne peut le nier, les chiffres sont là. Nous avons également essayé de simplifier les choses, puisqu'on nous a parlé de simplification. Désormais, grâce au fait de recourir aux ARE, les choses se sont considérablement simplifiées pour les laboratoires de recherche qui ont également beaucoup plus de latitude pour parvenir à recruter leur personnel. Et il y a tout un travail de dématérialisation qui a été réalisé, qui ne se voit peut-être pas encore totalement aujourd'hui. Il y a quelques éléments. Tenez un exemple, d'ici 15 jours, la dématérialisation des vacataires de l'université sera en fonctionnement. Et cela a été réalisé avec une composante, avec l'IUT d'Annecy en l'occurrence. On voit bien, quand on est ensemble, tout fonctionne beaucoup mieux. Et puis enfin, une dernière petite remarque, de manière plus projective, hein, pour se projeter en tout cas dans l'avenir. Nous souhaitons aller encore plus loin dans cette dématérialisation, je suis comme Christine décidément. Hein. Nous souhaitons également limiter le nombre d'appels à projets en interne qui souvent ont tendance à se multiplier pour aller vers des financements récurrents beaucoup plus importants. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, nous interrogerons les prélèvements et notamment les prélèvements autour du BQR qui nous pose des tas de problèmes autour des overheads pour évidemment nos laboratoires de recherche et qui prennent beaucoup de temps à nos chercheurs. Voilà, le groupe Créer, Transmettre, Réussir. Votre réaction ? Oui, donc je voudrais rassurer tout le monde, hein, l'auditoire, mais aussi les gens qui nous écoutent en streaming. Donc évidemment, les listes Créer, Transmettre, Réussir n'ont pas pour projet une guerre des composantes. Hein. Là, je peux vraiment vous rassurer. Donc ce qui nous semble, hein, et peut-être ce qui est ressorti des échanges qu'on avait eus au cours des rencontres, c'est qu'une clarification donc des rôles et des prérogatives de chacun, hein, qu'ils soient composantes, laboratoires, services, était sans doute nécessaire, hein, et que préciser quels étaient les circuits de décision, de transmission de l'information, eh ben, c'était vraiment important si on veut que chacun puisse assurer ses missions dans de bonnes conditions. Alors effectivement, nous pensons, hein, au sein des listes Créer, Transmettre, Réussir, que les composantes, hein, leurs directeurs, leurs responsables administratifs ont un rôle primordial à jouer, hein, dans l'organisation de notre université, pour une raison simple, hein, c'est qu'elles offrent une proximité aux collègues et qu'elles ont une transversalité qui constitue vraiment de réels atouts. Donc effectivement, on souhaite évoluer vers un système qui offre peut-être davantage de marge de manœuvre, hein, notamment dans les phases opérationnelles, aux composantes et aux laboratoires. Il ne s'agit pas de faire une guerre des composantes, mais d'offrir davantage de marge de manœuvre. Et il nous semble vraiment important de pouvoir gérer les problèmes et les questions qui se posent au plus près des gens, au plus près des collègues, qu'ils soient personnel administratif ou collègues enseignants ou enseignants-chercheurs. Donc il y a une nouvelle qui nous réjouit, hein, puisque c'est donc effectivement le renforcement par un poste de DGA chargé de la transversalité, hein, c'est quelque chose de très positif, hein, puisque effectivement pour prendre en compte la diversité, enfin pas la diversité, mais plutôt la transversalité des composantes, c'est bien qu'il y ait quelqu'un sur ce poste. Donc ce qui nous semble vraiment important, hein, dans ce schéma, c'est que le conseil des directeurs de composantes soit vraiment la courroie de transmission, hein, au niveau politique entre l'équipe présidentielle et les composantes d'une part. Donc effectivement, certains directeurs de laboratoire sont associés à ce conseil des directeurs de composantes, mais pour nous on se pose la question de savoir si c'est la meilleure façon de transmettre les informations vers les laboratoires. Bon, je crois que c'est un atout, hein, pour la préparation des dossiers, pour le suivi de leur mise en œuvre, hein, et évidemment on retrouve le pendant sur le plan administratif. Par contre, très clairement, je pense que le conseil des directeurs de composantes doit se situer au niveau exécutif, hein, et en tout cas ne pas empiéter du tout sur les prérogatives du conseil d'administration de l'université.
nous semble vraiment important de ne pas concentrer tous les pouvoirs sur quelques personnes uniquement. Bon, vraiment, il n'y a rien de personnel, nous avons vraiment toute confiance, mais je crois que si on arrivait à une surreprésentation des directeurs de composantes ou des directeurs de laboratoire, d'ailleurs, dans les conseils, je crois qu'on n'irait pas dans la bonne direction et qu'on donnerait une image, peut-être qu'on pourrait conduire à terme à un manque de transparence et donner l'impression d'une politique de guichet. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, Bethzabé Laurent, donc pour le groupe Esper. En ce qui concerne la thématique de la gouvernance interne, il vous appartient de terminer. Oui, alors nous on est ravis de savoir que le Père Noël passera à la fois en décembre et puis en avril, ça c'est une très bonne nouvelle, mais quand même, nous ce que nous souhaitons c'est qu'on augmente le point d'indice et qu'on reconnaisse les qualifications des personnels à travers le régime indemnitaire, puisque ça c'est un levier qui existe. Alors certes on peut reconnaître qu'au niveau de la formation, je pense qu'il y a une amélioration sensible pour l'accès à la formation des collègues. Par contre, ce qui manque aujourd'hui, c'est l'accompagnement dans leur processus pour avoir une carrière qui soit un peu plus, je dirais, développée que celle qu'ils connaissent aujourd'hui, puisque beaucoup de collègues sont bloqués. Mais je crois que sur la question de la rémunération, nous, on insiste sur le fait qu'on pense que le président qui sera élu, eh bien, il devra se rapprocher des présidentes et des présidents combatifs et exiger donc la rémunération à hauteur de ce qu'il nous faut aujourd'hui pour vivre décemment, et notamment la question donc de la revalorisation du point d'indice qui nous paraît essentiel. Ceci dit, en attendant, il faudrait qu'au niveau des présidents d'université et des présidentes, exiger qu'au moins les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche aient un régime indemnitaire égal aux autres fonctionnaires de l'État. Très bien. Nous allons passer, si vous le voulez bien, donc à la troisième thématique, qui est la thématique du positionnement de l'université. Positionnement par rapport au niveau académique, mais bien évidemment régional, national et international. Et pour ce faire, je vais repasser la parole au groupe numéro 1, le groupe de Myriam et de Philippe, donc pour créer, transmettre, réussir. Alors je vais commencer par l'international. Au niveau international, l'Université de Savoie est très bien placée, on le sait. Tous les ans, on a notre palmarès des universités en tête au niveau des relations internationales, donc c'est très bien, on en est très fiers. Ça fait plusieurs années que ça dure et il faut conforter bien évidemment ce positionnement. Par contre, ce que l'on remarque, c'est qu'on est plus fort en mobilité sortante qu'en mobilité entrante. Donc une fois de plus, il va falloir travailler notre attractivité au niveau international, donc augmenter cette attractivité. Nous pensons qu'il est important pour cela d'élargir les zones de partenariat, se tourner de plus en plus vers les pays émergents, vers les pays d'Afrique, vers les pays de l'Est, qui sont très demandeurs de ce genre de coopération, qui en plus attirent de plus en plus les capitaux et les demandes de projets de recherche. Donc on a tout à fait notre carte à tirer de ce jeu-là. Par ailleurs, c'est stimulant pour les collègues et ça permet une visibilité à l'international. On a la chance aussi d'avoir des laboratoires dont l'activité de recherche permet cette visibilité au plan international. Et donc, bien évidemment, au niveau de la recherche, il va falloir conforter et élargir cette visibilité, développer des partenariats, des projets internationaux, attirer plus de doctorants étrangers, favoriser les séjours de recherche, notamment pour nos jeunes collègues, aider à trouver des financements, renforcer la cellule d'aide au projet, autant d'éléments qui feront partie de notre objectif au niveau des relations internationales. En ce qui concerne le transfrontalier, qui est partie prenante de l'identité de l'Université de Savoie,
S'agissant de notre position au niveau du transfrontalier, il faut sans doute faire une distinction entre la recherche et la formation. Pour la formation, les collaborations que nous avons avec la Suisse et avec l'Italie sont un atout pour notre établissement. Ces collaborations fonctionnent bien. Il faut bien évidemment les encourager, les soutenir et développer d'autres initiatives de ce genre. Au niveau de la recherche, les universités suisses sont clairement dans une concurrence mondiale et attirent nos collègues aussi bien de Grenoble que de Lyon. On sent se dessiner un axe Genève, Lausanne, Lyon, Grenoble pour prendre part de manière active à cette dynamique. Il nous semble indispensable de coordonner notre politique avec celle de la commune à Grenoble, sinon nous allons devenir vraiment invisibles et nous allons être enjambés par les Suisses ou par nos collègues grenoblois ou lyonnais dans cette dynamique. Pour enchaîner sur le plan national, deux enjeux au niveau national. Tout d'abord, notre établissement est visible, il est reconnu au niveau national. Certaines de nos formations attirent des étudiants au niveau national. Donc c'est bien évidemment un point qu'il faut renforcer. Participer à des salons partout en France pour défendre nos masters, cohabiter avec d'autres partenaires français, c'est indispensable. L'autre enjeu concerne l'attractivité non pas des étudiants mais des collègues. C'est-à-dire qu'il faut qu'au niveau de nos recrutements, nous soyons capables de recruter aussi au niveau national. Cette attractivité, elle est garante d'un apport d'idées nouvelles, de pratiques nouvelles. Et donc, il faut veiller à ce que nos laboratoires soient de plus en plus visibles à l'échelle nationale et soient bien insérés dans les réseaux à ce niveau-là. Je vous remercie. Merci. Bethsabée, donc Laurent, votre projet par rapport finalement au positionnement de l'université ? Oui, je crois qu'il faut d'abord rappeler qu'en matière universitaire, comme en fait d'ailleurs dans d'autres domaines, les réformes libérales qu'on connaît depuis une quinzaine d'années imposent aujourd'hui de nouvelles cartographies des services publics, du moins de ce qui peut rester des services publics. Bon. En gros, le but des politiques libérales en œuvre depuis quelques années, c'est de rassembler l'ensemble des formations universitaires et de la recherche autour de quelques pôles, afin de les doter d'une taille critique, on nous explique, qui permet de s'adapter au monde de la mondialisation et du classement de Shanghai. C'est un objectif qui est assez ancien, qui s'est mis en place en fait il y a déjà 15 ans. Sous la présidence de Sarkozy, il fallait en gros arriver à 10 pôles. Sous l'actuelle présidence socialiste, c'est 20, mais en fait la politique est exactement la même. Bon. Cette politique en fait de métropolisation qu'on a dans l'université, mais pas seulement, on a exactement la même par exemple dans les collectivités territoriales, c'est aujourd'hui un objectif premier pour les libéraux, comme en témoigne la loi Fioraso. C'est le dernier mandat qu'on a connu, les 4 dernières années se sont déroulées sous l'ombre de cette loi, dont l'objectif fondamental était au fond de refaire la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche, et au fond d'éradiquer les petites universités en tant que service public autonome et indépendants dans les territoires. Bon. Je crois que ce qu'il faut vraiment être conscient, c'est que ces politiques sont toujours à l'œuvre aujourd'hui, qu'elles n'ont pas du tout disparu. Elles sont un peu mis en veilleuse parce qu'on va bientôt rentrer dans une présidentielle, mais elles ressortiront dès l'élection du prochain président. Et donc il faut être bien conscient que la question de la fusion des universités à l'échelle académique ou régionale, ou encore leur déliquescence dans une communauté, une association ou je ne sais quelle usine à gaz, les bureaucrates qui nous dirigent sont assez inventifs en ces domaines, va évidemment rester au goût du jour pour les prochaines années. Et donc, de ce point de vue, pour résister aux pressions qui vont être très fortes, on les a vues dans les dernières années, elles sont extrêmement fortes, le ministère, le rectorat, éventuellement les pouvoirs locaux, tout le monde s'y met, il faudra évidemment avoir des conseils très fortement déterminés à ce que l'université Savoie-Mont-Blanc conserve son indépendance et ne soit pas un ersatz d'université dans je ne sais quelle structure. De ce point de vue, je crois qu'on peut compter en tout cas sur les
les élus espèrent, pour s'opposer à toute fusion ou déliquescence de notre université, comme on l'avait fait quand la question s'était en particulier posée dans le dernier débat sur la présidence de l'université il y a 4 ans que nous avions eu, et nous avons poursuivi ces positions et nous poursuivrons toujours ce même type de position. Voilà, je vais passer la parole au groupe numéro 3, Université Savoie-Mont-Blanc. Et c'est Christine qui s'exprime. Merci. On va tout d'abord parler de l'échelon régional. L'échelon régional devient très important avec la réforme territoriale et la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Et depuis le 1er janvier 2016, il y a des régions académiques, une région académique par grande région, avec la nomination d'un recteur de région académique. L'université a eu par le passé de nombreux liens avec les universités de Lyon. Ces liens devront être renoués. On établirait également davantage de nouveaux partenariats avec Clermont-Ferrand. On pense en particulier au domaine de la montagne, de l'environnement, de la physique, de la mécanique. Et l'objectif est aussi d'obtenir des financements de la part de la région pour nos campus, puisque jusqu'à présent, ce sont essentiellement les campus lyonnais, grenoblois qui ont pu profiter de ces financements. Il y a aussi une représentation à obtenir dans les instances de la région qui concernent la formation mais aussi la recherche, et je pense en particulier aux groupes de travail et aux comités de pilotage qui sont dans les DSI donc de la région Rhône-Alpes. À l'échelle internationale, évidemment, façon de parler, je m'associe, on voit les bons résultats que l'université obtient en internationalisation. Il faudra effectivement la renforcer pour ce qui est de la mobilité entrante, accueillir plus d'étudiants étrangers, plus de professeurs étrangers. On a parlé déjà de création de lieux d'accueil pour des chercheurs invités. On a l'objectif, l'équipe, d'intégrer l'ISEF, donc l'Institut savoisien d'études du français pour étrangers, et puis de contribuer à augmenter l'offre de formation en langue anglaise sur nos campus. Peut-être un mot en prolongement, ce n'est pas une deuxième intervention, sur ce qui a été dit sur le transfrontalier. La coordination avec les établissements lyonnais et grenoblois, elle est faite, et elle est faite depuis longtemps, puisque nous nous réunissons avec les universités de Lyon 1, de l'ENS, de Grenoble 1, de Grenoble INP et de Savoie, avec les deux communes, Lyon et Saint-Étienne. Et nous avons en face de nous le recteur de Genève, le recteur de Lausanne et le directeur de l'EPFL. De la même manière, dans le cadre du CPER, puisqu'il y a une ligne pour le développement d'un pôle franco-genevois dans le nord de la Haute-Savoie, il est dit très clairement que c'est une ligne Savoie qui est portée par l'université Savoie-Mont-Blanc, avec à ses côtés les communes de Lyon et de Grenoble. Donc il n'y a rien à mettre en place dans ce domaine-là, puisque cela existe et existe déjà depuis plusieurs années. De la même manière, pour les collaborations recherche, elles existent déjà, ces collaborations recherche. Lorsque je vais voir, par exemple, le recteur de l'UNIG, il se félicite des collaborations recherche qui existent notamment avec un certain nombre de laboratoires de notre école Polytech, et notamment les laboratoires anossiens, et tout ce qui a été dit précédemment par Christine sur le développement des projets déposés dans le cadre notamment des Interreg franco-suisses va également dans ce sens, puisque systématiquement il y a des partenaires suisses qui sont là en recherche, puisque je vois Annie Rouard qui est là, qui porte d'ailleurs un de ces sujets, ou en formation. Très bien, je vais repasser la parole donc au groupe numéro 1. Vous nous avez présenté votre projet par rapport à l'international. Peut-être allez-vous développer le régional, le national ? Oui, Myriam a déjà parlé du national. Donc, juste pour revenir peut-être et rebondir sur ce qui vient d'être dit au niveau de l'axe transfrontalier, évidemment, évidemment, il faut inciter et multiplier peut-être les collaborations qu'on a. La seule interrogation qu'on a, c'est est-ce qu'on sera en mesure de développer suffisamment de collaborations pour en faire un axe majeur de notre développement? C'est ça l'interrogation que nous avons. Bon, je crois qu'il faut peut-être, puisque ça a déjà été évoqué, peut-être parler un peu du positionnement que nous avons au niveau académique vis-à-vis de la commu.
Donc vraiment, c'est quand j'ai commencé cette aventure, parce que je crois qu'on peut quand même parler d'aventure hein, finalement, j'ai vraiment cherché des collègues qui n'avaient pas du tout le même profil. Hein. D'ailleurs, si vous nous faites confiance, je pense que c'est la première fois qu'on aura donc un vice-président recherche qui n'est pas issu des sciences dures. Hein. Donc c'est voilà. Cependant, vraiment sur le dossier grenoblois qui prend vraiment beaucoup de place, hein, je voulais vraiment qu'on ait une position extrêmement claire au sein de l'équipe et qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Et je crois que c'est le cas, donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter maintenant. Bon, je crois aussi qu'il s'agit vraiment peut-être d'une différence vraiment significative avec le projet USMB 2020. Donc voilà. Donc je crois que ça a déjà été mentionné par Laurent précédemment. Hein. Vraiment, il ne s'agit pas de refaire le débat de 2012, hein, même s'il y a 2 des 3 acteurs présents à la tribune. Je pense qu'il faut vraiment pas refaire ce débat-là. Donc très clairement, je l'ai déjà dit en introduction, nous ne sommes pas favorables à la fusion avec les établissements grenoblois. Et je tiens aussi à apporter une précision, peut-être à laquelle je n'aurais pas pensé, mais c'est au cours des échanges qui m'a semblé nécessaire d'apporter cette précision. Nous ne serons pas d'ailleurs non plus favorables à ce que les laboratoires de l'Université Savoie-Mont-Blanc fusionnent avec leurs homologues éventuels de l'Université de Grenoble. Dans ce domaine, hein, pour la structuration de la recherche, nous très clairement, ce qui prévaut, c'est le projet scientifique. Donc si ce projet fait sens et est soutenu par les laboratoires, nous le soutiendrons, sinon non. Voilà, donc évidemment, donc c'est la fusion, c'est non, mais par contre, on est vraiment favorable à développer une relation forte avec Grenoble, hein, et nous avons la conviction qu'il faut vraiment évoluer vers une relation, vers un partenariat sincère, avoir la volonté réelle de dépasser les difficultés quand elles se posent, et nous avons vraiment le sentiment au sein des listes, au sein de l'équipe et au sein des listes créer, transmettre, réussir, qu'il y a un enjeu majeur pour notre établissement, hein, majeur pour sa recherche, donc j'ai déjà un peu détaillé tout à l'heure. Hein. Je pense qu'évidemment, prendre part au pôle de recherche, c'est quelque chose qui est extrêmement dynamisant pour nos laboratoires, mais également pour les formations. Hein. Je crois que si on veut défendre une université de plein exercice, c'est vraiment très important que nous ayons des masters hein, attractifs, et je crois que ça ne peut passer que par une coordination au niveau de l'offre de formation. Et effectivement, sans doute, nos collègues grenoblois étaient accaparés par la structuration de la recherche et la fusion des universités. Sans doute, la situation est peut-être meilleure maintenant. Donc juste un petit mot de l'IDEX, hein, parce qu'on a quand même parlé de financement tout à l'heure. Hein. Je crois que l'IDEX peut apporter quand même des financements importants, hein, et c'est vraiment important. En tout cas, c'est la politique que nous mènerons, si vous nous faites confiance, visera à cela. C'est vraiment important que nous soyons pleinement associés à ce projet IDEX. Je dis pleinement, hein, évidemment, il ne s'agit pas de considérer uniquement le volet recherche, hein, qui ne représente qu'un tiers de la dotation. Hein, mais aussi le volet formation qui représente autant. Donc voilà, je pense que, et c'est en tout cas ce qui est ressorti de l'entretien que j'ai eu avec Patrick Lévy, hein, je crois que si on veut participer pleinement à ce projet, il faudra que nous nous coordinions au niveau de l'offre de formation et que nous accordions notre stratégie au niveau de la recherche. Voilà, on va passer la parole sur ce troisième thème, à Laurent et Bethzabé pour Esper. Oui, non, juste quelques mots, moi, et après je redonnerai la parole à Laurent. C'est que concernant, bon, comme il l'a dit, on s'oppose effectivement au développement d'usines à gaz du type de la commu, parce qu'en fait, le risque, c'est qu'elle dépouille les instances de tous les pouvoirs de décision pour les transférer soit à des instances académiques ou régionales, qui, on le sait, ont des fonctionnements totalement bureaucratiques et coupés des personnels et des étudiants. Donc effectivement, nous n'en voulons pas. Et on peut voir également que dans la dernière période, lorsqu'il y a eu les élections à Grenoble, déjà les élections, c'est 400 urnes hein, au niveau de l'UGA. Et alors bon, on pourrait dire ça c'est le détail, mais ça montre aussi l'ampleur finalement de l'éloignement de ces élections par rapport au personnel. Hein, il y a eu un désintérêt assez relatif pour ces élections parce que effectivement, les personnels ne se sentent plus du tout concernés par ce qui se passe, tellement l'établissement est gigantesque et hors de portée.
Bien, oui. Donc, si je comprends bien, Philippe, tu es l'homme neuf de la situation, et c'est toujours très bien de voir des jeunes s'intéresser à la politique universitaire. On peut que s'en féliciter. Ceci dit, donc, je vois avec intérêt que Thalys donc se positionne contre la politique qui était celle de la troisième personne d'il y a 4 ans. Hein. Et peut-être c'est une chose qu'il faudrait nous clarifier. Est-ce que c'était il y a 4 ans une erreur ou pas? Je pense que ça serait beaucoup plus clair de le penser comme ça. Non, je pense qu'il faut être, faut être un peu sérieux sur le sujet, parce que dire on veut avoir des positions, on veut faire bisous avec Grenoble, etc. On est tous d'accord sur ça. C'est-à-dire que nous, vraiment, autant on emporte des drapeaux rouges dans nos manifestations, autant on met pas de croix blanche dessus, quoi. On n'est pas sur une logique d'opposer la Savoie à Grenoble. C'est pas du tout notre logique. Mais on travaille totalement avec les collègues grenoblois, ailleurs, partout, etc. C'est pas le problème. Le problème concret, c'est savoir où on va. Parce qu'à un moment, c'est comme ça que ça se pose, les débats. À un moment, il faut savoir si on signe ou pas des documents qui toujours nous engagent dans un certain sens. C'est là où est la question. Il n'y a pas de problème de dispute ou pas. Je pense pas qu'il y ait de mauvais rapport avec les Grenoblois, mais la question fondamentale, c'est qu'au moment où les choses se jouent, c'est-à-dire au moment où on va signer des accords d'IDEX, des accords communs, etc., qu'est-ce qu'on signe ou qu'on signe pas? C'est ça la question fondamentale, et peut-être c'est ça qui mériterait d'être clarifié. Voilà, pour cela, nous allons céder la parole à Denis et Christine. Oui, en effet, je pense que Laurent a très bien posé les choses de ce point de vue-là. Bon, au niveau académique, en effet, il est évident que Grenoble est notre principal partenaire institutionnel. Il est évident que nous travaillons avec Grenoble. Il est évident aussi que nous souhaiterions travailler davantage avec Grenoble. Quand on nous dit qu'il faut coordonner l'offre de formation, il faut coordonner la recherche, mais c'est cela que nous demandons depuis des années et des années. Donc cela a été dit par la liste CTR, c'est l'enjeu majeur. C'est l'enjeu majeur, en effet, de ce scrutin, parce que c'est là où sera définie la ligne politique pour les années à venir. Et un enjeu majeur, on ne peut pas se contenter de formules vagues. Hein. On ira plus loin, ce sera approfondi. Non, c'est pas ça le sujet. Disons clairement les choses. Pour la commune, nous avons négocié un statut intéressant, qui est le statut d'associé renforcé. Quasiment membre, on a quasiment tous les droits des membres, et nous n'en avons pas un certain nombre d'inconvénients. Nous avons accepté également de mettre les moyens dans les pôles quand les conseils nous l'ont autorisé, puisque les conseils initialement, à l'unanimité, faut-il le rappeler, ne le souhaitaient pas. Donc là, c'est très clair, nous sommes associés renforcés. Si on va plus loin, c'est quoi? C'est être membre? Il faut le dire clairement. Est-ce qu'on demandera à être membre, oui ou non, de la commune? En ce qui concerne l'IDEX, même chose, nous avons négocié un statut intéressant, c'est-à-dire le statut de partenaire extérieur, mais lorsque Patrick Lévy est venu me rencontrer à l'université, et d'ailleurs il a pu rencontrer l'ensemble des directeurs de composantes, il a dit très clairement que nous serions considérés comme des membres. Donc là encore, un statut extrêmement intéressant. Là encore, j'aimerais avoir une réponse très claire. Donc, si on va plus loin, c'est quoi? De toute façon, il n'y a pas 50 solutions. On est partenaire extérieur ou on est partenaire. On peut demander à être partenaire. Le CTI accepte des demandes de rentrer en tant que partenaire. Voilà. Donc là, je crois qu'il faudrait que nous ayons des réponses précises. Bon, de notre côté, nous avons mené une politique d'intégration raisonnée. On ne peut pas toujours dire systématiquement oui. Si on souhaite conserver un pouvoir de dire non, ce n'est pas pour dire toujours systématiquement oui. Sinon, d'ailleurs, un partenaire qui dirait systématiquement oui serait-il véritablement crédible? Je le rappelle, au sein de la commune, l'instance fondamentale, c'est le conseil des membres. Nous avons une voix sur 8. Au conseil d'administration, nous avons une voix sur 47 de la commune. Quel poids pesons-nous dans ces instances? Il faut quand même bien l'avoir à l'esprit. Et donc j'aimerais savoir quel vote du conseil d'administration, puisque nous avons agi uniquement sur la base des votes du conseil d'administration, quel vote du conseil d'administration aurait dû être différent dans ce cadre-là. Voilà, donc je pense que ce qui est important maintenant, c'est ce qui a été négocié avec Patrick Lévy, le président de la commune, c'est-à-dire l'écriture d'une feuille de route 2016
2020 entre l'Université Savoie-Mont-Blanc, Université Savoie-Mont-Blanc, que je souhaite voir conserver de plein exercice sans la moindre ambiguïté, et la commune Université Grenoble-Alpes, car tel est bien son nom. Dans ce cadre-là, nous souhaitons aller vers un renforcement des relations. Nous avons parlé d'Amétis précédemment. Le 23 mars au Bourget, la SAT, la Société d'accélération transfert de technologie, sera ici, présente sur le site, pour lancer un appel à projet en relation avec l'IDEX. Voilà un magnifique exemple des relations que nous construisons actuellement avec Grenoble et avec l'IDEX. De la même manière, les services centraux, une forte délégation entre 10 et 15 personnes de l'UGA, deux vice-présidents, tout un ensemble de directeurs, le CIMSU, Grenoble INP, etc., seront dans nos murs pour travailler avec notre direction de l'aide au pilotage et notre direction financière également, pour voir comment nous travaillons, car nous avons un temps d'avance dans bon nombre de sujets par rapport à Grenoble, et donc nous partageons sans aucun problème avec Grenoble. Lundi prochain, dans le domaine de la recherche, eh bien, c'est un de nos laboratoires, l'IREG, qui accueillera un laboratoire grenoblois. GEM pour envisager d'aller plus loin donc dans leurs relations. Et puis l'application sur les vacataires dont je vous ai parlé précédemment, eh bien nous la mettrons immédiatement à disposition des établissements grenoblois. Donc la collaboration, elle est là, la collaboration, elle s'agrandit jour après jour, mais elle s'agrandit dans un cadre qui est très clairement défini. Voilà, merci. Avant de passer à la conclusion, nous allons, comme annoncé tout à l'heure, donner la parole effectivement aux représentants des listes BIATS, donc du personnel technique, administratif et de bibliothèque. Voilà, qui va s'exprimer en fait le premier, ce sera le représentant d'Esper. À qui donnons-nous la parole? À Guillaume de France. Voilà Guillaume, 3 à 4 minutes. Donc, si j'ai bien compris, ça n'exige pas de réponse, c'est ça de la part de la tribune? C'est libre. D'accord. Guillaume, bien. Laissez-vous aller. Bon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites dans ce débat. Alors, je cherche mes notes. Voilà. Bon, d'abord, la revalorisation du point d'indice. Oula, ça crépite un peu. Je ne sais pas où vous placer. Ici, peut-être? Comme ça. Bien. Ah, c'est plus clair. Donc la revalorisation du point d'indice, d'une part. Il y a déjà eu pas mal d'interventions dessus, notamment de Betsabe et de Laurent. Ça me semble effectivement quelque chose de fondamental, puisque la revalorisation du point d'indice, ça devrait être une prise de position nationale par l'ensemble des équipes universitaires de France, puisque c'est une politique libérale qui nécessiterait d'être contrée, qui maintenant a lieu depuis plus de... J'allais dire plus de 30 ans, mais en fait, le blocage du point d'indice, lui, c'est 10 ans, et qui conduit à une paupérisation des plus fragiles au sein des établissements universitaires. Donc, cette revalorisation du point d'indice, c'est vraiment quelque chose qui devrait être central pour les équipes aujourd'hui, notamment celles qui aspirent à prendre en charge l'avenir des universités, puisque c'est vraiment la clé de la motivation et de la dépaupérisation d'un certain nombre de personnels aujourd'hui. Ensuite, la défense des statuts. Il y a des tas de mesures à nouveau libérales. On peut parler de celle qui est en place pour le NES, par exemple, le RIFSEP, qui est une prime pour les BIATS et qui révise les primes qui existaient avant. Alors, sous des prétextes de fusion, de transformation, de tas de choses. Après la PFR, qui a eu lieu il y a à peine 2 ans, si ma mémoire est bonne, on a systématiquement ces primes qui sont mises en place et qui visent à quoi? Qui vise finalement à détruire les statuts et la rémunération homogène à peu près des BIATS pour les transformer en primes au mérite, avec là aussi des espèces de vecteurs d'excellence. Il y en aurait des très bons qui travailleraient très bien et qui mériteraient des primes extraordinaires. Et puis l'ensemble masse des autres qui malheureusement travaillent sans doute pas assez bien ou sont trop éloignés des dieux pour que
ils puissent espérer avoir quelque chose. Donc ça, la défense des statuts, c'est très important pour nous. La multiplicité aussi des contrats qui mènent à ça, et ça c'est quelque chose d'assez grave, notamment chez la différenciation contractuelle, la différenciation ITRF, AENES. Pour nous, il semble important d'avoir quelque chose d'unique. Et ce quelque chose d'unique, ça voudrait dire supprimer l'ensemble de ces primes, les intégrer dans le salaire et avoir un statut unique. Alors, on l'a rappelé tout à l'heure, la lutte contre la précarité avec l'ouverture de postes autoconcours, c'est-à-dire, dans le cadre de la prolongation de la loi Sevadé, la possibilité pour tous les contractuels qui seraient là depuis avant le 12 mars 2012 d'être intégrés, et pour les autres de réfléchir sur quelque chose qui serait mieux que les avenants de contrats de mois en mois, parce que quand vous allez emprunter à la banque, c'est pas évident. Ensuite, oui, j'ai noté avec intérêt que effectivement le Père Noël pouvait repasser. Ça, c'est assez intéressant. Bon, ça résulte sans doute effectivement d'une très bonne gestion, tant mieux. Mais si elle pouvait être utilisée à la résorption de différences qui existent actuellement dans le statut, puisqu'actuellement on a des différences de plus de 150 € entre certains personnels de la ENES ou certains ITRF, et mettre tout le monde sur le même pied, sur un pied d'égalité, ce serait intéressant. De la même manière, on serait, nous, assez sensibles à ce qu'une dégressivité soit mise en place sur les personnels qui touchent le moins dans cet établissement, puisque c'est toujours eux qui sont les plus mal lotis et qui doivent au final écoper des miettes. Ensuite, au niveau de la formation, je pense qu'il y a vraiment... ah oui, j'avais oublié de parler de la fondation. Oui, la remarque de la liste Briand était très, très juste là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se poser la question de pourquoi du recrutement des contractuels et pas des titulaires. Bon, on peut imaginer que peut-être un portefeuille de contact ou des choses comme ça intéressent les gens qui aujourd'hui font de la fondation. Georges, n'y voyez aucune attaque de ma part, notamment par rapport au sujet que vous évoquez, mais vous arrivez à terme. Il me reste plein de choses. Non, mais 4 minutes, c'est pas possible. Je peux reprendre à la fin, non? J'avais encore la mise en place d'un CHSCT, j'avais encore des questions sur un véritable CE qu'il fallait mettre en place pour les personnels et l'exemplarité environnementale au niveau des bâtiments. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à faire également. Bon, ah si, j'oubliais quelque chose de très important, c'est l'AG des étudiants, ça n'a rien à voir, qui a lieu mercredi 16 mars, qui est justement contre la casse pour contrer la précarité, et ça se passera amphi Revard de 12h à 14h. Merci Guillaume. Je vais maintenant donc appeler le représentant de l'UNSA. J'imagine que c'est Georges d'Avignon qui va nous présenter également donc la personne qui va également prendre la parole. Voilà, chers collègues, bonjour. Nous allons d'abord nous présenter. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Catherine Gondolfini. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils sont fort nombreux. Je suis adjointe administrative, assistante de direction à l'IUT de Chambéry. Bon, Georges d'Avignon, je travaille à la direction des relations internationales. Alors, nous sommes devant vous parce que nous sommes tout à fait volontairement impliqués dans le fonctionnement de cette université, au service, bien sûr, de l'université, mais également de ses personnels BIATS. Et ce que nous tenons à vous dire, c'est que on vous a exposé un certain nombre de projets sur l'évolution de l'université, son intégration dans le site académique, les évolutions, les restructurations. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que cet ensemble de mesures proposées ou qui sont déjà en cours d'être réalisées, d'être mises en œuvre, eh bien, elles auront une incidence effectivement au quotidien sur la situation des personnels BIATS. Donc il va falloir pour nous être extrêmement vigilants. Et je tiens à souligner une fois de plus que notre positionnement par rapport à l'université et à la commune, eh bien, il est extrêmement clair. Il y a des évolutions qui sont inéluctables. Il y a des évolutions qui sont d'ordre juridique, institutionnel. Alors ça ne sert à rien de se battre, s'arc-bouter absolument contre. Au contraire, il faut être force de proposition, être vigilant dans les effets et les modalités de ces mesures par rapport non seulement au fonctionnement de notre université, mais aussi au personnel BIATS. Alors pour cet ensemble-là, je vais passer la parole à ma collègue. Merci.
Donc les évolutions nécessaires au sein de l'Université Savoie-Mont-Blanc et prévues par la restructuration académique vont nécessiter un investissement des personnels BIATS, des compétences nouvelles et des recrutements. Nous avons particulièrement à cœur que cette gestion de projet s'accompagne des formations nécessaires, des progressions de carrière, de l'harmonisation des régimes indemnitaires et de bonnes conditions de travail au quotidien. Cette progression étant bien sûr différente de la prime de fin d'année. Alors bien entendu, la prime de fin d'année, c'est une reconnaissance de l'établissement. On nous a même indiqué qu'effectivement, il y aurait une rallonge possible. Mais au-delà, il faut que l'investissement des personnels BIATS en particulier, à travers ces évolutions structurelles, ces nouveaux modes de gestion, la gestion de projet, la professionnalisation, s'accompagne non seulement d'un dispositif de formation adapté auquel nous participons, mais également une formation continue pour l'évolution des déroulements de carrière. Donc également, il faut que, par rapport à l'investissement de l'ensemble des BIATS, l'institution investisse aussi dans les régimes indemnitaires. C'est la contrepartie de l'adaptation à ces évolutions que je viens de décrire. Et ça, c'est un point fondamental. Il y a quelques marges de manœuvre. De toute façon, les régimes indemnitaires, comme d'autres dispositifs, c'est la mise en œuvre d'une politique. Il faut une véritable politique des ressources humaines, que ce soit en termes de recrutement, que ce soit en termes de qualification des personnels, d'adaptation aux emplois. Voilà. Mais écoutez, chers collègues, nous comptons sur vous parce que nous aurons besoin effectivement d'un soutien très fort pour faire face à ces évolutions, qui seront d'ailleurs pas uniquement des évolutions propres au site de Grenoble, mais aussi aux évolutions nationales. Donc il faut s'y préparer et surtout être tout à fait fidèle à nos engagements pour le maintien de cette université en tant qu'université de territoire. Merci à vous deux. Le dernier orateur, en fait, pour la liste BIATS, en fait, la liste BIATS, donc Université Savoie-Mont-Blanc 2020. Vous êtes Ludovic. Ah, vous êtes deux. Alors, vous allez vous présenter tous les deux, comme ça. Donc, je suis Ludovic Desmar. Voilà. Et donc, Vincent Vaton. Donc, nous représentons la liste des personnels BIATS, Université de Savoie 2020. Donc, dans laquelle il y a aussi René Barra qui est présent dans la salle, Muriel Porte, Sassia Moutalibi et Corinne Donaz. Alors, pourquoi nous nous présentons aux élections au CA de l'université? Car nous sommes convaincus que chacun d'entre nous est acteur de l'université de Savoie-Mont-Blanc. Et nous soutenons le programme USMB 2020 en accordant notre confiance à l'équipe présidentielle sortante. Alors pour nous, la défense de l'identité et des valeurs de l'université est notre objectif premier, dans le contexte actuel mouvementé où il se dessine pour demain le nouveau paysage universitaire et au niveau de la formation et de la recherche, tant au niveau académique, mais aussi régional, national et international. Donc on souhaite reprendre quelques points forts proposés par l'équipe USMB 2020 qui correspondent à nos convictions et à notre engagement. Du moins, excusez-moi, nous nous engageons à les défendre en vous représentant. Donc la volonté de poursuivre de défendre les intérêts de l'USMB dans un contexte de regroupement des universités pour préserver son identité, sa visibilité, ses particularités concernant ses formations et sa recherche. Nous sommes convaincus que cette volonté sera gagnante afin que l'USMB soit reconnue en tant qu'entité majeure de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà. Et nous ne souhaitons pas que nous soyons absorbés, démantelés, en se noyant dans un énorme pôle universitaire, qui soit grenoblois ou régional a posteriori. Ce que moi j'ai vécu personnellement et ce que souhaite l'ensemble de l'équipe, c'est que l'équipe présidentielle continue à favoriser, à inciter les 3 sites universitaires, les composantes, les laboratoires de recherche, à collaborer dans un climat de confiance, afin d'unir les forces de chacun. C'est-à-dire on est tous acteurs d'université, on travaille tous ensemble et dans le même but, pour accueillir les étudiants, pour que la recherche progresse. Voilà. Et pour nous, cette stratégie est gagnante pour la formation de nos étudiants et pour la recherche des laboratoires.
Ce qui nous a paru aussi important, c'est l'engagement de l'équipe en place pour les 4 années à venir, de maintenir l'équité entre la formation et la recherche, ne pas détériorer ni l'un ni l'autre, parce que ce sont les 2 missions essentielles pour l'université. Et puis, plus particulièrement pour nos collègues BIATS, en fait, on a pu constater depuis 4 ans que le projet porté par l'équipe présidentielle allait quand même dans la continuité de la politique sociale engagée par notre université. Parce que on a vu qu'on a, avec les différents dispositifs, il y a un certain nombre d'emplois qui ont été pérennisés. Il y a eu des efforts faits de formation. L'accompagnement des collègues dans leur mission a été aidé grâce à l'aide de l'équipe présidentielle, et ça permet aux gens de pouvoir évoluer dans leurs fonctions et leur carrière. Et puis, lors des débats, moi j'ai entendu notre vice-président, David Bayeul, qui a été très impliqué dans la politique sociale de l'établissement pour l'ensemble des personnels, et qui a une notion importante et que je partage du service public et des missions de l'université. Voilà, donc pour conclure, si vous votez pour nous, nous on soutient et on a confiance dans l'équipe d'Université 2020. Voilà, merci beaucoup. Donc cette prise de parole termine la prise de parole des BIATS, et nous allons pouvoir conclure. Alors pour la conclusion, en fait, le sort a déterminé tout d'abord ESPER, puis Université Savoie-Mont-Blanc 2020, puis créer, transmettre, réussir. Donc je passe pour 3 à 4 minutes la parole au groupe ESPER. Oui, alors effectivement, en forme de conclusion, donc voter pour les listes ESPER, déjà, c'est voter pour des listes qui ont été élaborées par des collègues au service de leurs collègues. Ce sont des listes qui sont indépendantes de la présidence, indépendantes des composantes, des directions de composantes et des directions de laboratoire. Voter ESPER, c'est permettre que dans les conseils, la voix de ceux qui ne veulent pas se résoudre à appliquer les politiques libérales puisse s'exprimer. Et dans la période, il me semble important de le rappeler, alors les politiques libérales du ministère, bien évidemment, mais nous vous invitons également, comme vous l'a proposé Guillaume, à vous joindre à l'AG des étudiants qui aura lieu ce mercredi, parce qu'il n'y a pas que la politique libérale de notre ministère qui est néfaste pour les personnels. Pour le reste, nous compterons effectivement le nombre d'élus que nous aurons dans les différents conseils au soir du 15 mars. Et effectivement, si nous sommes en mesure de construire une équipe présidentielle, nous le ferons. Et à défaut, nous nous réunirons et nous réfléchirons à finalement l'équipe qui est le plus proche de ce que nous défendons. Parfait. Université Savoie-Mont-Blanc 2020. Très bien, merci. Je crois que nous avons un petit peu plus de temps d'après ce que Christelle d'ailleurs m'a dit. Peut-être deux remarques par rapport à des informations qui ont été données. Le personnel ne passe, le Père Noël, le fameux Père Noël qui a été souvent cité, ne passe pas 2 fois, mais 3 fois. Je suis désolé. Voilà, c'est-à-dire pour résorber la différence entre les personnels BIATS. C'est un sujet que David connaît bien, c'est la mise en place d'une réforme, le RIFSEP, qui est là derrière. Eh bien, en effet, notre équipe a délégué une somme de 50 000 euros à la direction des ressources humaines, somme qui permettra justement d'aboutir à l'égalisation de la situation des personnels entre eux. Donc c'est une situation d'ores et déjà qui relève du passé, même si elle ne sera réglée que dans les semaines qui viennent. Et donc j'en suis très heureux. Tout cela, c'est le fruit de la belle gestion qui a été réalisée autour de ces 4 dernières années, les années les plus difficiles pour l'université depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Faut-il le rappeler, dans le domaine financier, nous n'avons eu absolument aucun déficit. Et ces 4 années, les comptes de l'université ont été certifiés conformes sans réserve. Il n'y a
peu d'établissements dans cette situation en France. Et puis pour la formation également qui était évoquée, je souhaite attirer l'attention sur le fait que nous avons annoncé que nous placerions un personnel en position transversale au sein de l'établissement, personnel qui a une expérience évidemment de participation au jury de concours pour accompagner et faire réussir le plus largement possible nos personnels qui préparent ces concours. Donc je rassure les uns et les autres, nous sommes bien présents sur ces sujets-là. Bon, pour autant, c'est vrai que même si ces sujets sont extrêmement importants, c'est une vision globale qu'il nous faut avoir et je crois que 4 ans plus tard, nous sommes en effet à un nouveau moment décisif de la vie de notre établissement. Il ne faut pas se le cacher. Dans le choix que vous ferez, c'est bien évidemment la ligne stratégique qui est fondamentale. Ligne stratégique, et évidemment, ce sont les faits avérés qui sont importants. Donc je crois qu'il faut vraiment attirer votre attention à tous là-dessus. Il y a des sujets qui sont certes importants, mais qui sont beaucoup moins importants que celui-ci. Sur ce sujet de la ligne stratégique, nous sommes parfaitement clairs. Nous souhaitons la collaboration la plus étroite que possible avec évidemment les établissements grenoblois et d'autres établissements d'ailleurs, mais comme je vous l'ai dit, ce sont nos principaux partenaires institutionnels, mais nous ne souhaitons pas fusionner. Donc nous demandons à avoir notre juste place dans l'ensemble qui se met en place, ni plus ni moins. Et pour cela, les positions qui ont été définies par cette présidence, c'est-à-dire le statut d'associé renforcé, qui nous permet de voir comment le site va évoluer d'ici 2020, parce que y aura-t-il encore une commune en 2020 Là est en effet une part de la question, nous semble être en effet le meilleur positionnement pour l'établissement. Bon, notre université, elle a pris soin de ses personnels et je tiens à remercier moi aussi David Bayeul pour tout le travail qui a été réalisé au cours de ces dernières années. Notre université, elle a pris soin de ses étudiants et là je souhaite remercier vivement également Philippe Gallès qui a réalisé un travail remarquable au cours de ces 4 dernières années, revenant sur bien des aspects. Par exemple, quand on nous parle des relations avec les lycées, par exemple, il a mis en place des conventions alors que certaines étaient échues déjà depuis un certain temps quand il est arrivé en place. Et notre université, elle va de réussite en réussite. Notre université, elle a besoin de continuité. S'il n'y a pas de continuité dans la ligne politique retenue, eh bien, elle n'a pas de stratégie. Et nos partenaires se poseront nécessairement des questions sur notre établissement. Notre université est un bien précieux pour nous tous, j'en suis certain, pour l'ensemble des candidats. Mais c'est aussi un bien fragile, comme toutes les organisations. Donc prenons bien soin de ces 1300 personnels, prenons bien soin de bientôt ces 15 000 étudiants à la prochaine rentrée universitaire. Prenons bien soin du rôle considérable qu'elle joue désormais sur son territoire et territoire conçu au sens large. Donc soyons extrêmement responsables dans le vote que nous glisserons, dans le bulletin de vote que nous glisserons dans l'urne tous demain. Réfléchissons. Sachez que si vous votez pour les listes USMB 2020, vous aurez en face un projet collectif, comme nos listes d'ailleurs le démontrent, réaliste. Nous pouvons réaliser tout ce qui est avancé et ambitieux. Il pourra démarrer immédiatement et soyez assurés de notre volonté et de notre enthousiasme, puisque la jeunesse elle est dans les cœurs et dans les esprits pour remporter de nouveaux succès avec vous. Merci beaucoup. Voilà, nous allons donner la parole en fait au groupe Créer, Transmettre, Réussir. Oui, juste pour préciser, je ne suis pas si jeune que ça. J'ai 46 ans depuis le 11 mars, donc très exactement. Donc voilà. Et on est longtemps trop jeune, on est vite trop vieux. Ouais, oui, sans doute. Non, je voudrais d'abord m'adresser peut-être au personnel BIATS. Donc il y a eu une question qui s'est posée au sein de l'équipe de manière assez brûlante. C'était de savoir si on essayait de monter des listes de personnel administratif qui nous soutenaient.
hein, très, très clairement. Donc on ne l'a pas fait, je tenais à vous dire pourquoi, hein, tout simplement parce qu'il nous a semblé que c'était votre responsabilité, donc la responsabilité des personnels administratifs et techniques de soutenir ou pas une candidature éventuelle à la présidence. Ça, c'était le premier point. Donc, évidemment, sur la commune et la structuration du site, je ne veux pas repasser trop de temps là-dessus. Simplement, je pense que je ne suis pas là pour commenter effectivement les décisions qui ont été prises dans le passé, au cours des 4 dernières années. Donc, effectivement, il y a un point qui est effectivement très important, c'est peut-être le devenir de la structuration du site. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Denis tout à l'heure. Hein. C'est pas clair du tout que la commune perdure dans ce nouveau schéma avec l'arrivée de l'IDEX. Ce qui nous semble vraiment important, hein, c'est de participer à cette construction, je le dis clairement, d'être force de proposition et surtout de veiller à ce que notre politique n'arrive pas à créer 2 vitesses au sein de notre établissement, comme c'était le cas à l'heure actuelle, par exemple, pour la réponse aux appels d'offres. Je pense qu'il ne faut pas que cette situation se reproduise. Il faut vraiment ne pas créer une recherche à 2 vitesses. Donc voilà, donc nous avons vraiment à cœur au sein des listes créer, transmettre, réussir, hein, de renforcer la position de l'université Savoie-Mont-Blanc comme université pluridisciplinaire, hein, j'insiste sur pluridisciplinaire, et de plein exercice. Hein. Je crois que pluridisciplinaire, c'est vraiment important parce que nous avons la chance d'avoir un grand nombre de disciplines présentes dans cette université. Et ce spectre très large au niveau des disciplines, c'est certainement un garant de l'attractivité de notre université. Donc ça, c'est vraiment très important de pérenniser toutes les disciplines. Et d'autre part, de plein exercice, hein, je crois que c'est sans doute ce terme qu'on a le plus commenté dans le débat. Donc pour nous, très clairement, hein, il est vraiment primordial d'arriver à maintenir des masters attractifs et une recherche de qualité. Peut-être un point dont on n'a pas beaucoup parlé dans le débat, c'est sans doute sur le fort soutien des collectivités locales dont nous bénéficions. Hein. Je crois que bien évidemment c'est un atout pour l'établissement et il faut savoir s'appuyer dessus et en tirer parti. En revanche, il nous semble important aussi qu'une université se place peut-être à une autre échelle, hein, tout simplement parce que certaines de ses missions n'ont pas de sens à l'échelle locale. Donc on a cité la recherche tout à l'heure. Je crois que c'est important aussi qu'une université conserve des formations, peut-être des masters, qui soient attractives au niveau national et sans doute international. Bon, je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a à peu près rien dit. Hein. J'imagine pas qu'un représentant d'une des listes puisse dire le contraire. Ce qui nous distingue, je pense plus, c'est effectivement la stratégie et la méthode, hein, comme on l'a déjà un peu dit. Donc au niveau de la stratégie, hein, très clairement, on veut redonner toute sa dimension politique à la recherche, ça c'est le premier point. Tout faire pour que nous puissions participer pleinement et tous sur le même pied d'égalité donc à la construction au site académique, disons, et peut-être à l'IDEX. Et s'agissant de la méthode, notre objectif, c'est vraiment d'associer tous les acteurs aux discussions, de définir des critères partagés. Donc sans doute partager par tous, c'est sans doute impossible, hein. Il faut quand même être réaliste, mais par le plus grand nombre, de travailler vraiment en confiance, dans le respect de chacun et vraiment en totale transparence, c'est quelque chose qui est fondamental. Bon, je crois qu'on arrive peut-être au terme de l'échange, hein. Donc on a voulu que ce débat soit le plus cordial possible, en tout cas au sein des listes créer, transmettre, réussir. Donc je suis vraiment content qu'on ait tous partagé ce point de vue, hein, dans toutes les listes. Donc je remercie mes collègues pour ça. Donc comme j'ai quand même parlé plusieurs fois de transparence, qui me semblerait peu correct de ne pas donner quelle serait la répartition des rôles si vous nous faites confiance, évidemment, parce que sinon, à l'heure actuelle, c'est un peu de la science-fiction. Alors je finirai là-dessus. Donc Jean-Luc Roulin, qui a déjà occupé ces fonctions, serait VPCA. Ah, j'ai dépassé. Donc j'ai dépassé, je m'arrête, il faut être fair-play. Voilà. Je vous remercie beaucoup et demain, votez. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons au terme effectivement de ce débat. Il est pas tout à fait 15 heures, donc nous sommes totalement on time. Moi, j'aimerais, au nom de vous toutes et tous, et ceux qui nous regardent, remercier, féliciter effectivement donc les orateurs, les personnes qui conduisent effectivement donc les listes, et dont nous avons eu cet après-midi finalement, eh bien la projection, le récit, la vision des programmes effectivement qu'ils soutenaient.
Voilà, c'est un vrai engagement. J'aimerais aussi féliciter tous ceux qu'on ne voit pas derrière vous, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un travail d'équipe. Et je pense, en fait, au-delà de la stratégie, des politiques qui seront conduites, cela a été évoqué à différentes reprises, c'est finalement la problématique des marges de manœuvre, et puis bien évidemment, ne pas oublier que ce sera fonction des femmes et des hommes, de leur expérience, de leur capacité dans la durée, finalement, à soutenir, en fait, un projet politique, que dépendra le succès, effectivement, de la législature qui nous fait face maintenant. Voilà, moi je suis sûr que l'ensemble des candidats sauront ne pas oublier que si nous faisons tout cela, bien évidemment, c'est un engagement personnel, mais nous le faisons au service des étudiants, au service de la connaissance et au service du territoire. Merci pour votre attention. Merci.